Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Une usine de batteries électriques sera installée dans le Nord, ce qu'on appelle une gigafactory. C'est le président de la République qui l'annonce aujourd'hui. Combien d'emplois ? 1200 emplois en cible directe et jusqu'à 4000 emplois indirects sur le site de Dunkerque. C'est énorme et c'est une excellente nouvelle. C'est la 3e gigafactory qui est construite dans le département du Nord. Alors, on fabrique des batteries électriques pour la mutation de la voiture. Il y a beaucoup d'électronique aussi dans ces nouvelles voitures, mais il faut des composants. Est-ce qu'on n'est pas en pénurie de terres rares ? Est-ce qu'on ne va pas vers des usines qui vont devoir s'arrêter parce qu'il n'y aura pas ces composants ? Alors, les composants aujourd'hui, c'est surtout les semi-conducteurs qui manquent. Ils sont produits en Asie et sur ce sujet-là, nous allons annoncer la semaine prochaine avec le commissaire Breton au niveau européen une stratégie, le Chips European Act, qui sera autour des semi-conducteurs avec l'objectif de doubler notre production européenne en semi-conducteurs. Ça nous permet d'atteindre l'autarcie, l'autonomie ? L'enjeu, c'est d'atteindre un niveau de production suffisant pour avoir un rapport de force avec nos concurrents internationaux. On est très fort en électronique de puissance, par exemple, et si on arrive à avoir suffisamment de capacité de production, on peut avoir ce rapport de force et pouvoir dire, vous voulez mon électronique de puissance, vous allez me donner du semi-conducteur pour d'autres applications. Alors vous réjouissez aussi de la reprise de l'usine de jantes aluminium Alvance Wheels, ça c'est dans l'Indre. C'est une reprise soutenue par l'État qui a mis 41 millions d'euros pour sauver 166 emplois. Ça fait 250 000 euros par emploi, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est la dernière usine de jantes aluminium en France. C'était un enjeu important. On parle beaucoup des fonderies. On a beaucoup parlé des fonderies en difficulté. C'est la preuve que nous sommes capables d'accompagner des fonderies dans leur transformation. Ces 41 millions, ils vont être utilisés pour transformer une usine, pour la moderniser, pour la rendre compétitive. C'est un dossier difficile, on va pas se mentir. Il y a une prise de risque, mais nous, notre travail, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que chaque site industriel retrouve une trajectoire de croissance et de développement, et c'est ce que nous faisons ici. Mais les jantes aluminium, la fonderie, on s'accroche à de vieilles industries qui normalement devraient être délocalisées. Alors, les composants électroniques, Christophe Barbier, pardon, mais je pense que les voitures vont continuer à avoir des jantes, quelle que soit leur motorisation, qu'elles soient électriques ou thermique. Et précisément, l'aluminium, c'est l'avenir de l'automobile puisque ce sont des alliages qui sont plus, ou c'est une matière qui est plus légère que la fonte ou d'autres types de matériaux. Donc c'est exactement ça que nous faisons. C'est construire l'avenir de l'automobile. Il faut pas opposer industrie du passé et industrie du futur. Il y a des secteurs industriels qui sont en train de se moderniser. Nous avons accompagné avec le plan de relance une entreprise industrielle sur 3 pour qu'elle puisse se moderniser, pour qu'elle puisse se décarboner, c'est-à-dire réduire ses émissions de gaz à effet de serre, pour qu'elle puisse localiser ou relocaliser des productions. On a plus de 700 chaînes de production qui vont être relocalisées en France. C'est absolument inédit comme mouvement et il faut qu'on continue. Oui, mais on continuera si on forme les jeunes. Alors ça, c'est un autre. On va être en pénurie de main-d'œuvre. C'est un autre enjeu. C'est pas une impression. On est aujourd'hui en pénurie de main-d'œuvre. C'est aussi cela qui explique que le taux de chômage est au plus bas depuis 10 ans, alors même que nous sortons de la crise la plus importante de ce siècle. Donc je pense que cette politique économique qui a permis de relancer notre économie, qui fait de nous la locomotive économique de l'Europe, avec un taux de croissance l'année dernière de 7%, avec un taux de croissance prévu par les économistes en 2022 de 4%. C'est énorme, c'est du jamais vu depuis des années. Cette économie, elle crée de l'emploi. Et derrière, il faut effectivement former les compétences. Il y a un temps d'adaptation, mais pour les jeunes, nous avons un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment à Un jeune, une solution. Vous avez même un site internet qui donne à ces jeunes énormément d'opportunités, d'emploi durables. Et notre responsabilité, c'est de les amener vers cet emploi. Et dans ce temps de transition, dans cette période de transition, est-ce que vous prenez le recours à l'immigration ? Alors, dans ce temps de transition, encore une fois, le sujet des compétences, il est majeur et il se pose vis-à-vis déjà des compétences européennes. On a des travailleurs détachés qui viennent. Je rappelle que la position de la France sur ça, elle est claire, c'est d'être dans la concurrence loyale, c'est-à-dire d'avoir des travailleurs détachés qui ne soient pas dans des situations, des conditions de travail significativement dégradées par rapport à des Français et qui fassent de la concurrence déloyale. Il y a encore des progrès à faire. Je pense que il y a des gens qui fraudent.
ce qui n'est pas des progrès à faire. Donc il faut, et nous le faisons, il y a des contrôles pour que la fraude, on y mette un terme, mais l'enjeu pour nous, c'est aussi de recruter, de faire fonctionner les usines. Nous avons aujourd'hui créé 1 million d'emplois. Nous avons dans l'industrie 70 000 postes ouverts. Je rappelle qu'un emploi industriel, c'est payé 25% de plus qu'un emploi classique dans le secteur privé. Donc, c'est des filières d'avenir. À nous de faire en sorte de former les jeunes, mais également les personnes en situation de reconversion vers ces emplois. Il y a tout de même, si on regarde la longue période, un effondrement industriel français. Agnès Verdier-Molinier, dans son livre Le vrai état de la France, 5,5 millions d'emplois industriels en 80, 3,1 millions seulement en 2021. Sans qu'il y ait un boom de la robotisation dans notre pays. C'est le déclin français, ça. Alors ça, c'est 30 ans de capitulation industrielle de nos prédécesseurs. Il faut appeler un chat un chat. Le gouvernement, le président qui a fait de la réindustrialisation sa priorité économique et qui ne l'a pas fait qu'en parole, mais qui l'a fait en acte. Je citais les relocalisations par rapport en France. C'est le président Macron. Parce que le ministre de l'économie de 2014, il s'appelait Macron aussi. Oui, mais je rappelle qu'il avait déjà entamé, notamment sur les filières, un certain nombre d'actions. Et celui qui a retourné la situation et qui fait qu'aujourd'hui on crée de l'emploi industriel pour la première fois. Je rappelle qu'entre 2000 et 2016, on a systématiquement détruit de l'emploi industriel dans ce pays. Et tous nos opposants qui ont été au pouvoir, rappelons qu'ils ont quand même été au pouvoir, et qui nous donnent des leçons sur la réindustrialisation, me font sourire, parce qu'ils n'ont pas agi pour la réindustrialisation. Lorsque nous avons pris des dispositions fiscales qui n'étaient pas toujours bien perçues, je pense à la fiscalité du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse de l'impôt de production, contre l'avis des présidents de région, qui sont les mêmes qui se présentent aujourd'hui à l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, pour ne pas la citer. Eh bien, aujourd'hui, on voit que ces décisions, elles permettent de réinstaller des sites industriels. Et je veux rappeler une chose, nous sommes devenus le pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers en Europe en matière industrielle. Ça aussi, c'est une sacrée victoire. Et quand j'entends des gens qui veulent fermer les frontières, alors que dans la région où j'habite aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, 40% des emplois industriels sont liés à des investisseurs étrangers, si vous voulez, ce n'est pas sérieux. Alors, la mutation de l'économie, c'est aussi des emplois qui disparaissent. L'automobile, toujours. Stellantis annonce que 2600 départs ne seront pas remplacés sur 2 ans. La transition écologique détruit des emplois. La transition écologique, elle va détruire des emplois dans la filière thermique, elle va en créer dans la filière électrique. Lorsque j'annonce aujourd'hui, avec le président de la République, la construction d'une gigafactory avec à la clé jusqu'à 4000 emplois, je contrebalance, c'est bien notre volonté, la destruction d'emplois à côté dans le thermique. Et toute notre responsabilité, c'est de faire en sorte de remplacer des emplois qui étaient dans des filières qui vont probablement se réduire, parce que nous avons tous une responsabilité aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons changer notre manière d'acheter, nous devons aller vers des produits qui sont moins émetteurs de carbone. Et mon enjeu, c'est d'avoir en face des produits qui sont fabriqués en France et qui répondent à cette attente et qui créent de l'emploi. Dans le cadre justement de cette lutte contre le réchauffement climatique, l'Union européenne doit classer aujourd'hui, ou pas, le nucléaire comme énergie dite durable. C'est oui, dit la France, c'est non, dit l'Allemagne. La cause des déchets. L'énergie nucléaire durable ? L'énergie nucléaire, vous savez, il y a 2 éléments qui permettent de la classer en énergie durable. Le premier élément, c'est est-ce que c'est une énergie bas carbone ? Oui, c'est une énergie bas carbone. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Deuxième élément, est-ce que c'est une énergie qui a un impact environnemental potentiellement majeur? C'est le Do Not Harm Principle. Cet impact, il a été évalué par des experts de la Commission européenne qui répondent positivement à cette deuxième question. Donc, du point de vue de la France, l'énergie nucléaire est une énergie durable, elle est indispensable. Indispensable si on veut raisonnablement tenir nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ça a été montré par l'étude de RTE qui, pendant 2 ans, a analysé tous les scénarios de transformation de notre mix énergétique, de notre production d'électricité, pour justement respecter notre trajectoire de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, être écologique, c'est soutenir le nucléaire. Fin du télétravail obligatoire aujourd'hui. Est-ce que vous prônez le retour massif en présentiel
partout où c'est possible pour que la productivité redécolle? Alors, pas du tout. C'est la fin du télétravail obligatoire, mais le télétravail reste recommandé. Recommandé 3 jours par semaine. On travaille moins bien quand même. Le collectif d'entreprise travaille moins bien. 3 jours par semaine, ça veut dire que vous avez déjà 2 jours où vous avez le collectif d'entreprise. Et pour le coup, autant on peut se poser la question du collectif d'entreprise lorsqu'on était en télétravail et en confinement toute la semaine, autant je pense que la vision est un peu plus nuancée lorsqu'on partage son travail entre du télétravail qui évite de la fatigue, qui permet d'ailleurs, certaines études le montrent, une plus grande productivité et un temps dans l'entreprise. En tout état de cause, nous devons encore faire attention. C'est un soulagement collectif de commencer à voir les contraintes sanitaires diminuer, mais le virus circule toujours. La lutte n'est pas terminée contre le virus. Et il y a une lutte qui va commencer, c'est la campagne présidentielle, mais pas tout de suite. En finir d'abord avec le pic épidémique et la crise en Ukraine, a dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne prend pas le débat démocratique en otage? Je ne crois pas. C'est un président qui est au travail. C'est un président qui est attendu par les Français gèle la campagne. Sur des sujets très concrets. Écoutez, il y a beaucoup de candidats déclarés, ils s'expriment beaucoup sur les plateaux de télévision. Pour le moment, j'observe une chose, c'est qu'ils ont assez peu d'idées personnelles et peu de vision, si ce n'est pour essayer de se démarquer du président de la République. Peut-être parce que le président de la République a justement transformé l'économie, transformé la société, et que ils ne savent pas se situer autrement que par rapport au président de la République. Moi, je souhaite que le président soit candidat, mais il lui appartiendra de choisir s'il y va ou pas. Et surtout, nous avons une responsabilité et nous travaillerons jusqu'au dernier jour. Et aujourd'hui, les sujets qui sont sur la table montrent à quel point c'est important de le faire, que ce soit sur le volet économique, social ou géopolitique. Agnès Pannier-Runacher, merci, bonne journée.